Alors, on va pouvoir commencer sans plus tarder. On va commencer à l'avance pour ne pas terminer en retard sur la première présentation, puis l'introduction des technologies. Alors, je me représente encore. Donc, Quentin Kaila, je suis analyste en informatique chez Cofuma Québec et je suis en informatique depuis à peu près 10 ans là maintenant. Et que j'ai commencé à m'intéresser à cette technologie-là il y a quelques années. Et au départ, quand j'ai commencé à faire des conférences, j'envoyais des centaines d'invitations à mes collègues, à des amis, pour pouvoir leur expliquer cette technologie. Et sur une centaine d'invitations, je me rappelle, à ma première conférence, il y a 3 personnes qui se sont présentées. J'en ai parlé à ma mère qui est en Europe, qui est en Belgique, et elle commençait à s'inquiéter, à savoir si j'étais dans le bon domaine, si... Elle commençait un petit peu à se demander si ça n'avait pas un lien avec le pote ou des choses comme ça. Alors je la rassurais, je lui ai dit non, t'inquiète pas, c'est un bon domaine qui va avoir du succès. Et si ça ne vous dérange pas, je vais prendre un selfie avec vous pour pouvoir lui envoyer. Alors tout le monde fait un beau sourire, un selfie ici et un autre ici. Alors, comme je vous le disais, donc, je suis né puis j'ai grandi en Belgique. Et lorsque j'ai commencé à développer cette technologie-là, à vraiment vouloir m'intéresser à cette technologie-là, le fait que je connaisse 3 cultures différentes, la culture africaine, la culture nord-américaine et la culture européenne, m'a permis de voir au-delà et les possibilités que cette technologie-là pouvait apporter à un niveau local, à un niveau international et au niveau de développement de pays en voie de développement en Afrique ou en Amérique latine. Alors, cette technologie-là a vraiment des fondements qui vont révolutionner le monde dans différents secteurs, le secteur financier avec les crypto-monnaies comme on a entendu, mais d'autres secteurs également qui vont vous être présentés aujourd'hui. Alors, un des problèmes de la technologie actuellement, de l'Internet et des organisations, c'est que nous avons beaucoup d'intermédiaires qu'on appelle des intermédiaires de confiance. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ces intermédiaires et des problèmes que ces intermédiaires apportent actuellement. Alors, nous avons Equifax, que vous connaissez, et qui, l'année dernière, a eu un problème au niveau d'un bris d'informations, de piratage, où beaucoup d'informations ont été dérobées. Alors, nous avons aussi récemment Qatar Pacific, qui est une compagnie aérienne, qui s'est fait dérober également des informations personnelles. Et le problème de ces institutions ou de ces organisations, c'est qu'ils centralisent l'information. C'est que l'information est centralisée sur des serveurs, à des endroits localisés, et ces serveurs informatiques contiennent toutes les informations sur votre identité, votre authentification, toutes vos données personnelles. Et c'est la cible rêvée des pirates informatiques pour aller pirater ces informations-là et pouvoir les dérober. Alors, par la suite, il y a un exemple qui m'est arrivé personnellement, c'est au niveau de carte de crédit. Alors, je ne me rappelle plus si c'était Visa ou Mastercard, peu importe, mais le fait est que je suis quelqu'un de particulier parce que je n'ai pas de prénom sur mes pièces d'identité. Et le fait que je n'ai pas de prénom, quand je vivais en Europe, il n'y avait pas de problème parce que l'Europe était capable d'ouvrir des comptes. Les personnes qui vivaient avec des pièces d'identité qui n'avaient pas de prénom dans les pièces d'identité, pour peu importe quelle raison, les systèmes informatiques étaient capables de supporter ces genres de contextes-là. Quand je suis arrivé ici, au Canada, ça a été plus difficile parce que les systèmes n'étaient pas appropriés et l'information n'était pas bien... les systèmes ne pouvaient pas supporter ce genre de contexte-là. Ce qui faisait en sorte que les compagnies de cartes de crédit ne pouvaient pas m'autoriser à avoir une carte de crédit. Fait qu'il y avait une exclusion qui faisait en sorte que parce que l'information n'était pas bien structurée pour leur service, pour leur système actuel, je ne pouvais pas accéder à leur service. Et donc, il y avait donc l'exclusion, mais il y avait aussi le fait que mon identité est une identité qui est reconnue par un gouvernement, une autorité gouvernementale qui est de confiance. Mais malgré tout, je n'avais pas accès à ces services. Il y avait également un problème de réputation. Donc, ce n'est pas parce que
En Belgique, j'avais des comptes en banque, je n'ai jamais fait faillite. Et donc, cette réputation-là, je ne pouvais pas être utilisée pour, encore une fois, accéder à des services de carte de crédit. Il y a aussi certaines organisations, comme Western Union, qui font en sorte de rendre les processus de transfert d'argent lents et dispendieux. Fait qu'il est très facile d'envoyer et très rapide d'envoyer un courriel à travers le monde, mais pour envoyer de l'argent, ça peut être lent parce que vous passez d'une banque à une autre, ou alors ça peut être dispendieux si vous utilisez des services plus spécialisés. Fait que pour envoyer un 10 000 $ dans un contexte particulier en Afrique, ça peut vous coûter jusqu'à 1 000 $ de plus pour que l'argent arrive rapidement. Certaines autres institutions ou organisations comme le gouvernement peuvent avoir des problèmes au niveau de l'authentification. Ça peut causer des problèmes parce que ce n'est pas tout le monde qui se rappelle à un moment critique quelle est la ligne 99 de votre rapport d'impôt de l'an dernier. Et tout ça, c'est fait pour vous authentifier, pour accéder à votre information, pour pouvoir modifier une information qui vous appartient. Donc, il y a un certain sens, une certaine notion de contrôle au-dessus de cette information, un certain contrôle de cette information qui est la vôtre, qui est la nôtre. Nous avons Uber qui peut monétiser votre information, Uber ou Facebook, et il y a aussi les banques qui peuvent contrôler, les banques, je dis, c'est un exemple, mais qui contrôlent vos actifs, que ce soit la monnaie, que ce soit des titres de propriété, etc. Alors, la technologie blockchain, voici une première définition. Mais la définition que je vais vous donner, c'est que c'est un registre ou une base de données qui est décentralisée et distribuée également. Ce registre ou cette base de données est capable de se mettre à jour à un certain intervalle et de sécuriser l'information en utilisant la cryptographie. Ça fait en sorte qu'on est capable de garder une traçabilité de chacune des transactions à partir de la première transaction qui a été effectuée, que ce soit une transaction ou un transfert d'actifs. Alors, les différents concepts qui sont utilisés dans cette technologie-là, c'est que c'est une technologie qui est ouverte. On est capable d'aller vérifier les transactions et de vérifier l'information qui se trouve sur la blockchain. Elle permet également d'être sans frontières. Donc, il est capable de faire des transactions à travers le monde ou de garder de l'information d'une personne qui est en Afrique ou qui est dans un autre pays. Elle permet aussi d'être neutre, pas centralisée, et empêche l'exclusion. La décentralisation amène le fait que l'information n'est pas centralisée, elle est dupliquée sur différents nœuds, différents ordinateurs à travers un réseau. Ça permet d'outrepasser ces intermédiaires de confiance qui n'apportent pas de valeur ajoutée à un processus. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment de dire que ces intermédiaires peuvent rester, mais ils doivent apporter une valeur ajoutée. Un exemple va suivre. Et donc, le dernier concept est l'immutabilité, qui est le fait que l'information qui est récoltée dans la blockchain ou dans la chaîne Blue Block ne peut pas être modifiée. Donc, on peut faire 100% confiance à l'information qui est dans la blockchain. Alors, ceux qui sont assez familiers avec la technologie blockchain vont dire oui, mais il est difficile de respecter tous ces concepts-là. Et je suis d'accord. Il peut y avoir des compromis qui peuvent être faits en mettant un peu plus de l'avant le côté open source, le côté ouvert de la technologie, le côté de décentralisation, ou de faire en sorte que l'information n'est pas contrôlée par une entité en particulier, mais qu'elle est répliquée, qu'elle est dupliquée. Donc, il est possible d'avoir des compromis pour ne pas avoir... il est possible d'avoir des compromis, mais le plus important, c'est d'essayer d'atteindre tous ces concepts-là, d'atteindre tous ces objectifs-là pour s'assurer d'avoir une neutralité, pour s'assurer d'empêcher un contrôle de ces intermédiaires. Alors, je vous ai donné certains exemples qui étaient personnels et vous pouvez me dire, oui, mais tous ces cas-là ou tous ces contextes-là s'appliquent peut-être à toi. Par rapport à ça, c'est que, oui, ces contextes-là me sont arrivés à moi, mais il suffit de parler à une personne qui devient une vingtaine de personnes, qui devient une centaine, des milliers de personnes qui sont dans la même situation que toi et qui ont vécu les mêmes problèmes que toi. Fait qu'en ayant, après ça,
un vaste nombre de personnes, ça devient un marché, ça devient des possibilités d'affaires, des possibilités de développer, de créer de nouvelles entreprises, de créer de nouveaux services pour ce nouveau marché-là qui est contrôlé justement par ces intermédiaires. Mais vous voulez en savoir plus sur la technologie blockchain. Alors, qu'est-ce que la technologie blockchain? La technologie blockchain, c'est une technologie qui est décentralisée. Alors, les exemples que vous avez partent d'une centralisation, un point central de contrôle et qui envoie l'information à l'extérieur. Par la suite, vous avez la décentralisation, fait que l'information est répliquée un petit peu partout, sauf que vous avez encore une fois des points de contrôle qui contiennent la majorité, qui contrôlent plus d'informations. Mais la technologie de blockchain, comme je vous le spécifiais, c'est une technologie qui est décentralisée et distribuée, ce qui fait en sorte que chacun des acteurs sur le réseau, qui sont des nœuds ou des ordinateurs, est capable de mettre à jour et d'envoyer l'information sur le réseau et envoyer l'information pour que les autres nœuds soient capables de se mettre à jour. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas un point de contrôle, mais tous les acteurs participent et sécurisent le réseau blockchain. Une image vaut 1000 mots. Alors, la technologie blockchain, comme je le disais également, c'est que c'est un registre ou une base de données. Alors, c'est une base de données, si je prends l'exemple financier, c'est tous les ordinateurs sur le réseau vont compétitionner pour être capables de résoudre un problème informatique, un problème mathématique. Le problème mathématique est de générer un identifiant pour un nouveau bloc. Le premier ordinateur qui est capable de résoudre le problème mathématique gagne la possibilité de pouvoir valider des transactions. Valider des transactions pour s'assurer que la personne qui envoie de l'argent à une autre personne possède l'argent. C'est important qu'il n'y ait pas de copie d'argent qui soit envoyée, donc que j'envoie un 5 $ à une personne, mais que je retiens l'original. Donc pour ça, les ordinateurs vont valider une coupe de transactions, vont mettre ça dans un bloc, vont sécuriser le bloc par cryptographie, et le bloc qu'ils sont en train de sécuriser contient l'identifiant du bloc précédent. C'est ce qui fait en sorte que le bloc est après ça envoyé sur le réseau et le nouveau bloc créé est lié au bloc précédent. Fait que le nouveau bloc qui est envoyé à ce moment-là est envoyé aux différents nœuds et les autres nœuds ne prennent pas juste l'information pour l'ajouter et mettre à jour leur base de données. Ils vérifient également que les transactions sont mises à jour pour s'assurer que tout le monde est d'accord sur les transactions sur le nouveau bloc qui est généré et qui est envoyé dans la chaîne de blocs. Un autre concept sont les contrats intelligents. Alors, les contrats intelligents, c'est tout simplement des termes et des conditions qui sont informatisés, qui sont programmés pour pouvoir ajuster des transactions. Fait qu'il est possible d'avoir différents termes et conditions et on a une information qui entre, une fois que l'information arrive dans la blockchain, dans le contrat intelligent, elle est validée. Si elle respecte certaines conditions, on a un output. Si elle ne respecte pas certaines conditions, bien, on n'a pas justement la sortie qui est demandée. Alors, vous vous dites que, bon, OK, on a la blockchain, on a des transactions, mais est-ce qu'on peut avoir un exemple concret de cette plus-value, de la plus-value d'utiliser la blockchain et d'utiliser des contrats intelligents? Alors, vous êtes peut-être tous familiers avec le processus d'acheter une maison. Et dernièrement, j'ai un ami qui a acheté une maison et il me disait, il y a vraiment juste trop d'acteurs dans le processus d'acheter une maison. Il y a la banque, l'agent d'immeuble, le notaire, et toutes ces personnes-là ne se parlent pas entre elles. Elles ont toute l'information centralisée juste pour elles. Alors, pour faciliter ce processus d'achat de maison, on pourrait utiliser des contrats intelligents. Le contrat intelligent qui serait le processus d'acheter une maison. Tout ça serait programmable et automatisé. À ce moment-là, quand on veut acheter une maison, on commence par aller voir la banque. La banque qui décide d'un montant qui peut être prêté à l'acheteur et le vendeur. On envoie ça dans le contrat intelligent pour valider si la première étape est respectée. Si la première étape est respectée, on peut passer à l'autre étape. Le contrat intelligent va envoyer l'information sur la blockchain qui est accessible à toutes les personnes, tous les intermédiaires
qui doivent accéder à cette information. À ce moment-là, tout le monde est au même niveau. Donc, je peux aller voir un agent d'immeuble, je peux aller voir le propriétaire, le vendeur, et prendre l'entente. Je peux avoir un inspecteur qui va inspecter ma maison. Et toutes ces étapes-là sont dans le contrat intelligent et on passe tout simplement chacune des étapes pour arriver à la fin, à la signature devant le notaire. Et une fois qu'on arrive à cette signature-là, eh bien, tout le monde est encore au même niveau. La banque sait que vous avez prêté. La banque peut avoir l'information sur la personne de qui vous achetez la maison. Le notaire, à ce moment-là, sait que vous êtes passé par les différents intermédiaires, les différentes étapes, d'avoir acheté, d'avoir eu un prêt, d'avoir eu une assurance pour votre maison. Et on arrive à faciliter et aller beaucoup plus vite dans le processus d'acheter une maison, encore une fois, pour avoir une transparence au niveau de l'information, au niveau du processus. Fait que ça, c'est un exemple de ce qui peut être fait par rapport avec la chaîne de blocs et les contrats intelligents. Alors, pour cette première édition, vous avez les différents sujets qui vont être abordés. Alors, il y a autant des sujets au niveau du contexte légal, du contexte de l'économie de partage, de l'Internet des objets, etc., etc. Mais la technologie blockchain, il y a encore plus de recherche, plus de domaines, plus de secteurs qui peuvent être exploités, qui demandent de la recherche, qui demandent du développement, qui demandent à voir les possibilités de pouvoir utiliser cette technologie. Et si mes calculs sont bons, on peut avoir une deuxième et une troisième édition de cette journée blockchain avec différents sujets. On peut même aller à une quatrième et une cinquième édition, voire même une sixième et une septième. Et ça, c'est juste les différents contextes dans lesquels on peut utiliser cette technologie blockchain-là. Alors, rapidement, je vais terminer sur les 5 étapes du deuil qui a été mentionné par un expert dans cette technologie-là, Andreas Antonopoulos, qui parle de 5 étapes du deuil de certaines entreprises qui n'arriveront pas à se mettre à jour avec la technologie. La première étape, c'est le déni. Alors, quand cette technologie est arrivée, les entreprises pensaient que c'était une technologie juste pour les geeks. Ils disaient « Oh, vous inquiétez pas, dans 2 ans, là, on n'en parlera plus de cette technologie. » 5 ans plus tard, elle est toujours là, et là, ils commencent à prendre peur. Et comme ils prennent peur, ils veulent envoyer des messages de peur aux différentes autres personnes pour propager justement une peur pour pouvoir tuer cette technologie-là. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à associer la technologie blockchain aux pirates informatiques, à l'achat de drogue sur Internet, à la contrefaçon, et différents messages pour pouvoir tuer cette technologie-là. Sauf que 7 ans plus tard, elle est toujours là, puis elle est toujours résiliente. Alors là, ils commencent à parler de compromis. OK, on aime la technologie blockchain, mais la centralisation, la neutralité, la transparence, on préfère garder cette technologie-là centralisée, on préfère garder le contrôle de pouvoir censurer ce qui fait notre affaire ou pas, et garder vraiment un certain contrôle sur cette technologie-là. Fait qu'on aime une technologie, mais version Visa. Ça ferait notre affaire. Mais sauf que ça ne va pas se passer comme ça. Et la prochaine étape, ça va être l'étape de la dépression, où certaines compagnies vont commencer à se dire on ferme les portes parce qu'on a un compétiteur qui a adopté cette technologie, et c'est à cause de la technologie, évidemment, pas du compétiteur. C'est à cause de la technologie qu'il va y avoir des emplois qui vont se perdre, alors que ce n'est pas le vrai message. Et les compagnies qui vont passer cette période de dépression et passer directement à l'étape d'acceptation vont être les compagnies qui vont grandir. Exactement la même chose que pour l'Internet dans les années 90. Au niveau des médias, ceux qui ont adopté l'Internet au niveau des médias ont pu réagir beaucoup plus rapidement et ont pu rester à flot et même devenir des compagnies internationales. C'est pour ça qu'il est important actuellement de rattraper notre retard et de prendre de l'avance pour être prêt lorsqu'on va arriver à l'étape d'acceptation. C'est à ce moment-là que nous devons être prêts pour pouvoir offrir nos services à ces entreprises-là qui seront prêtes à passer à cette nouvelle innovation technologique. Alors, ça va être tout pour la présentation. Il va vous rester 5 minutes pour choisir, dans le fond, la présentation qui sera donnée ici sur la propriété intellectuelle.
par Vincent Bergeron. Alors Vincent Bergeron est un associé chez Robic, très connu à travers le monde et qui voyage, et nous avons la chance de l'avoir à Québec pour donner cette présentation-là sur la propriété intellectuelle. Vous aurez une deuxième présentation qui sera donnée simultanément dans la salle Power Corporation au 3e étage. Alors, cette présentation-là va être sur l'économie collaborative, et vous avez probablement entendu parler de cette compagnie-là qui est Eva Coop, qui est donnée par des étudiants qui veulent concurrencer Uber. Uber, un intermédiaire qui n'ajoute pas nécessairement de valeur ajoutée aux services qu'ils offrent, et ils vont vous présenter leur application qui veut donc concurrencer cette compagnie-là. Alors, je vous remercie et bonne journée à vous.